Vous êtes l'auteur d'un travail, l'auteur d'une sorte d'encyclopédie exceptionnelle en 4 tomes sur l'histoire de la pensée au pays de Liège. Et c'est ce qui vous a permis, à mon avis, puisque je vous connais bien et que je connais bien les études que vous avez faites, c'est originellement, ça ne se résume pas à ça, mais la formation que vous avez reçue à l'Institut supérieur de philosophie de Louvain, qui avait cette caractéristique assez exceptionnelle, je trouve, d'être une formation à la fois à la philosophie, mais aussi à la lecture des textes anciens, grec et latin notamment, aux mathématiques, aux sciences exactes comme la physique, aux sciences humaines comme l'économie politique, la psychologie et la sociologie. Et somme toute, cette formation-là, à mon avis, c'est ce qui vous a permis d'écrire, de réaliser ce travail que je trouve quand même extraordinaire. Alors, il y a dans la définition du titre lui-même de ce travail, Histoire de la pensée au pays de Liège, déjà des questions qui se posent. Qu'est-ce que c'est que la pensée? En quoi cette pensée est-elle de Liège? Et on devine évidemment que cette pensée n'est pas uniquement de la ville de Liège, mais de quelque chose de plus vaste, mais qui est liégeois aussi, c'est-à-dire la principauté de Liège, l'État liégeois et le diocèse de Liège, au centre, disons, de l'Europe. Je crois que c'est un thème que vous aimez aborder. Et la deuxième question que je veux poser d'entrée de jeu, c'est le rôle de Saint-Lambert, qui apparaît comme un mythe, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissez abuser par les mythes, et ça m'a terriblement frappé que vous reveniez souvent là-dessus, dans votre ouvrage et en dehors de votre ouvrage, sur le fait que Saint-Lambert est quelqu'un qui, comment pourrait-on dire ça exactement, qui a accepté le martyre, pas par complaisance ni rien, mais par volonté de rompre la chaîne mimétique, dirait Girard, des vendettas. Voilà, c'est les deux questions auxquelles j'aimerais bien que vous répondiez, Bernard Forton. Oui, merci de la question. Oui, en effet, vaste question. Qu'est-ce que la pensée? Je pense qu'on peut partir de l'étymologie. Pendere, c'est ce qui n'est pas encore fixé. C'est littéralement, c'est peser. Penser, c'est peser, c'est comment estimer la valeur de quelque chose. C'est peser, mais aussi au sens matériel du terme. Et puis alors, c'est de la famille du mot penser avec A. Prendre soin d'eux. Comme on dit, j'ai cure de quelque chose. La curiosité, le mot est la même racine, cura, c'est prendre soin d'eux. Donc il n'y a pas de pensée sans curiosité, donc sans prise de soin de ce à quoi on pense. Parce qu'une pensée est toujours la pensée de quelque chose ou à quelqu'un. La fameuse noèse de la phénoménologie. Bon. Mais à Liège, je dirais que la pensée, on pourrait la définir en 3 temps, je dirais, pour l'ensemble de ces 3000 pages. C'est d'abord la pensée, c'est certes la philosophie, la théologie, dans tout son développement historique, mais c'est d'abord une pensée hagiographique. En ce sens que la géographie, en Europe, intègre beaucoup de choses. Des éléments historiques, bien entendu, mais aussi une exégèse, une interprétation des textes anciens, donc une relecture très particulière, très singulière, à partir d'une figure particulière, justement. Ce n'est plus l'histoire en général, c'est un peu comme Suétone, si vous voulez, la vie des 12 Césars, on reprend, au fond, non pas l'Empire romain dans son ensemble, mais à partir de figures qui, souvent, chez Suétone, sont un peu marginales, ou voire pathologiques. Ici, c'est la sainteté. Je ne dis pas que la sainteté est une pathologie, mais c'est une caractéristique particulière, d'ailleurs, de la philosophie antique aussi, pas seulement chez les historiens, mais aussi chez les néoplatoniciens. On fait la vie de Proclus, la vie de Plotin, dans, disons, la fin de l'Antiquité. Des héros. Oui, les héros aussi, bien entendu, mais les philosophes sont traités eux-mêmes comme des héros, mais des héros de la pensée, des héros intérieurs.
Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, évidemment, c'est la philosophie et surtout la théologie. D'ailleurs, certains m'ont dit, dans ces 3000 pages, surtout au début, il faut vraiment être chrétien, croyant, la théologie, mais pas du tout. Non. Parce que la théologie, comme la philosophie, qui est embryonnaire encore, qui est encore intégrée dans la théologie, en quelque sorte, à la fois phagocytée par la théologie, mais en même temps protégée. Vous voyez, en même temps. Je vous interromps Oui. 2 secondes. Habermas vient de sortir Oui. une histoire de la philosophie où il montre tout à fait ça, alors que c'est quelqu'un qui n'est pas suspect d'être... Tout à fait. c'est un athée. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, exactement. Oui, je connais ce livre qui vient de sortir, en Il effet. parle de constellation de la Oui. foi et de la raison. Exactement. Et donc, cette pensée, où se forge la pensée européenne, en fait, Mhm. est une machine à produire des concepts. Par exemple, la notion de liberté est une notion qui a été travaillée par la théologie médiévale d'une façon que jamais la pensée de l'Antiquité, ni Aristote, ni Platon, ni les présocratiques, ni même la pensée alexandrine, etc., n'ont jamais pensé ni de près ni de loin. Mhm. Vous voyez, donc il y a véritablement une création de concepts, une vision des choses qui est vraiment originale. C'est-à-dire que quand on fait l'histoire de la théologie à cette époque-là, il faut voir de quelle théologie et de quelle philosophie on parle, justement. Il faut être de très grande précision. Donc moi, je cite, et je traduis d'ailleurs, parce que beaucoup de textes ne sont pas traduits, donc j'ai fait un effort de présentation, de traduction, assez important, hein, pour faire pénétrer dans tous ces textes, dont la plupart des liégeois, des professeurs de philosophie et d'histoire de la philosophie qu'on entend ici à la Sorbonne, souvent ignorent complètement, parce que ce ne sont que des titres ou des noms de personnes, un vocabulaire, c'est un dictionnaire, vous voyez, pour les liégeois, ce sont des choses assez éthérées, personne n'a accès. Alors je donne accès, vous voyez, aux correspondances que je traduis, pas seulement en texte technique ou cours, etc., mais je donne aussi tout ce qui peut être des témoins de l'époque, des gens qui ont connu ces penseurs, parce que la tradition liégeoise est extrêmement riche, c'est-à-dire une disposition de dossiers, de correspondances, de témoignages. Et je dirais la troisième phase, c'est la phase scientifique, si vous voulez, où la pensée n'est pas réservée à l'homme, mais aussi aux animaux et même aux insectes. Alors Louis Verlaine, qui est un des pionniers de la psychologie animale, hein, du XXe siècle liégeois, qui a enseigné à Liège pendant des années, a essayé, lui, à sa façon, on est d'accord ou pas, mais moi je fais un travail d'historien, et j'aime aussi montrer des formes de pensée qui ne sont pas nécessairement les miennes, évidemment, n'est-ce pas, mais qui essaient de montrer parfois que même certains hyménoptères, certains insectes, ont une pensée abstraite. Il ne va pas jusqu'à dire conceptuelle, mais une pensée où la géométrie, par exemple, hein, comme les abeilles, avec les polygones, etc., avec, vous voyez, il y a une vision abstraite de la réalité dans la pensée animale aussi, pas seulement une pensée concrète, sensible, qu'on leur accorde bien volontiers, ce qu'on appelle la ruse animale, etc. Donc ici, il y a une véritable... Vous voyez, donc il y a 3 phases, je dirais 3 grands moments, si vous voulez, à la fois effectivement hagiographique, philosophique et théologique, et puis aussi une pensée de ce type-là. Alors pourquoi une pensée, je dirais une pensée liégeoise? Parce que Liège est une pensée qui se développe, disons, je dirais dans un endroit particulièrement mobile au niveau des populations d'abord. Il y a une extraordinaire diversité de peuples qui viennent vivre dans cette vallée de la Meuse. D'abord parce qu'ils sont arrêtés par le Rhin, première étape. Deuxième arrêt, la Meuse, et puis la mer du Nord. Toutes ces peuplades qui poussent, ces nomades, viennent s'entasser comme un millefeuille, tout près au fond des côtes, hein, parce que le diocèse de Liège, on l'oublie trop souvent, avait accès à la mer. Toute la Campine faisait partie, tout l'arrière-pays anversois, il avait accès à la mer du Nord. Donc c'est pas seulement la Meuse, c'est un espace entre la Meuse et la mer du Nord. Tous ces peuples, depuis 200 000 ans, hein, parce qu'en fait, grosso modo, les traces de vie autour de Liège, c'est environ le paléolithique, 200 000 ans, et les premières traces au centre de la place de la ville de Liège, c'est 7000 ans avant Jésus-Christ. L'Archéoforum, maintenant, explique tout ça très bien, en face du palais des Princes-Évêques, au cœur de la cité, les premières traces, c'est 7000 ans.
Et puis ensuite, bien entendu, il y a l'époque romaine, la villa romaine qui se trouve au même endroit, au 1er siècle, et puis ensuite les peuplements qui ont eu lieu sous la domination romaine. Donc vous avez des Gaulois, des administrateurs romains, vous avez des Francs, tout ça s'entasse, et on sait bien à cause de l'onomastique et de la paléographie, dans la Civitas Tungrorum, donc au fond l'ancienne principauté romaine, dans laquelle Liège se trouve, le diocèse de Liège, au fond, c'est la Civitas Romaine. C'est ça, en fait, ça n'a guère changé, n'est-ce pas? Pendant 1000 ans, c'est resté pratiquement à peu de choses près, enfin, à peu de choses près, j'exagère un peu, je simplifie, mais au fond, c'est ça. Donc vous avez... Ce sont les fédérés. Il y a une forme, d'entassement à la fois de peuples très anciens. Les peuples ont aimé vivre là. C'est très important. Vous voyez, ce sont des peuples qui se sont installés et qui se sont échangés toute leur culture, etc. N'est-ce pas? C'est pour ça que c'est aussi explique en même temps pourquoi on peut tirer 3000 pages sans faire d'effort aucun, parce que j'ai beaucoup résumé dans mes 3000 pages. Maintenant, ça fait 4 gros volumes de 800 pages. Mais vous voyez, en fait, il y a une telle profusion de créativité, en fait, dans cette région, que ça réclamait ce type d'ouvrage qui, effectivement, n'a jamais été, malheureusement, entrepris, parce que peut-être qu'il fallait attendre mon époque, attendre tous les chercheurs du 19e et de mieux connaître aussi toutes les sources que les chercheurs ont publiées, que j'ai pu consulter, grâce à tout ce formidable travail qui a été... évidemment, qui est le travail des historiens, surtout du 19e siècle et du 20e siècle, et puis aussi avec la question de l'indépendance de la Wallonie, de l'identité wallonne, etc. Donc les Liégeois aussi ont activé, si j'ose dire, la qualité et la précision aussi de leurs moyens d'investigation. Et moi, au fond, grâce à ça, arrivant là, moi aussi, comme quelqu'un qui vient se mêler à une grande pensée fibrée, vous voyez, en fait, c'est une pensée fibrée. Vous disiez aussi que les Américains connaissent mieux Liège. Exactement. Donc, pour faire l'histoire de Liège, j'ai contacté des chercheurs américains qui ont une connaissance de la période antique liégeoise, du 8e et du 9e siècle, exceptionnelle. Donc, ils m'ont aidé énormément, n'est-ce pas? Donc, on avait des échanges comme ça. Et puis, même pour la partie tardive, par exemple, pour la période des jésuites, parce que tous ces jésuites du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, qui ont été au fond chassés par la Révolution française, les généraux du Maurier, etc., ils arrivaient sur la principauté de Liège, qui était restée indépendante. C'était encore une des rares qui avait échappé à la flambée révolutionnaire, donc ils sont arrivés, et donc les jésuites sont partis, et comme il y avait beaucoup d'étudiants d'origine anglo-saxonne d'abord, qui eux-mêmes avaient fui l'Angleterre, de la persécution. Quelques siècles avant. Ah oui, mais ceux, ils sont arrivés au XVIe siècle à Liège, mais ils ont prospéré, ils ont fait des écoles, etc. Donc tous les manuscrits que les Américains ont transportés chez eux, j'ai dû les découvrir à Georgetown, à l'université de Georgetown, où tous les manuscrits liégeois se trouvent aujourd'hui. Vous voyez, donc là, ce prolongement extraordinaire continue encore aujourd'hui. C'est pas seulement l'histoire du passé. Non. Bon, voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, Saint-Lambert. Voilà, c'est ça. Alors Saint-Lambert est absolument attaché de près à l'histoire de Liège. Pourquoi? Bien sûr, c'est un martyr, donc il a été assassiné à l'endroit où Liège se trouve aujourd'hui, grosso modo. C'était un vicus, c'est un petit village qui n'avait pas beaucoup d'importance à l'époque. D'ailleurs, on ne connaît le nom de Liège qu'entre le 7e et le 8e siècle, dans la Vita Antiquissima, justement de ce Saint-Lambert, qui nous donne la première fois le nom même de Liège, vous voyez. Donc ça, c'est aussi quelque caractéristique. Donc, alors, pourquoi a-t-il pris de l'importance? Pas parce qu'il est un martyr, etc. C'est la manière dont lui a conçu son martyr. Parce qu'en fait, c'est une vendetta. Saint-Lambert, c'est un guerrier. Vous n'imaginez pas un évêque avec vous voyez, une mitre, une crosse, c'était pas du tout ça. Un évêque à l'époque, c'est... Là, en l'occurrence, un homme de guerre, l'épée au côté, les princes évêques de Liège, ce seront des gens qui vont faire la guerre très longtemps et qui auront une armée, n'est-ce pas? Ce sont des chefs qui défendent un territoire. Et au Moyen-Âge, surtout au proto-Moyen-Âge, le territoire, c'est le territoire des pauvres. Ça, c'est très important. Défendre un territoire, c'est pas défendre un empire féodal
ou de défendre le truc de sa famille, les biens de sa famille. Un évêque n'est pas marié, n'a pas de famille. On y reviendra pour la question de l'autonomie politique et de la République, les valeurs de la République. Parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas aliéner le territoire, ne peuvent pas le donner à leurs enfants, etc. Ils peuvent pas, ne pouvant pas se marier, ils ne peuvent pas légalement, s'approprier. C'est le bien des pauvres, c'est le bien de l'Église, et on dira d'ailleurs c'est la terre de Saint-Lambert. Pourquoi ? Parce que d'abord son sang a coulé là, mais comme il était évêque faisant fonction, je dirais, de Maastricht à l'époque, le siège transitoire, puisqu'en fait c'est Tongres qui est le fondement romain de ce centre, c'est tout simplement pour des questions aussi politiques et économiques, parce que Maastricht c'est un petit port, les ports à débarcadère, disons, le long de la Meuse, n'est-ce pas ? Et donc, à ce moment-là, quand il est assassiné, son successeur, Hubert, va le faire réapatrier à Liège. Mais pourquoi ? Voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que faire réapatrier un saint là où il est mort, en quelque sorte, c'est presque ordinaire, je dirais. On l'enterre, on fait une infrastructure sacrée là où il est mort. Ça n'a rien d'extraordinaire. Par contre, pourquoi est-ce que Saint-Lambert est important ? Parce qu'il a refusé de se défendre par vendetta. C'est-à-dire, comme ses neveux, pas lui, ses neveux avaient tué des parents d'un potentat local, ce potentat envoie ses sbires tuer le chef, entre guillemets, le chef de la famille au sens large médiéval, de la familia. C'est lui qui est responsable, c'est lui qui doit mourir. En fait, il n'est pas responsable, évidemment. C'est pas la subjectivité moderne, c'est le sang, c'est la lignée. Donc, lui, il refuse la logique de la lignée aristocratique ou autre, comme une vendetta corse, si vous voulez, populaire, plus populaire, mais c'est la lignée, peu importe la personne qu'on met à mort, au fond. S'il est le fils, l'oncle, la femme, la nièce de la famille qui est considéré comme responsable du crime, vous voyez, il doit mourir. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie, refuser une vendetta ? Ça veut dire qu'on fait plus attention à la personne et à son acte précis, vous voyez, et quelque part même à son initiative propre, c'est-à-dire à la liberté de la personne. Autrement, peu importe qui c'est, il est de la famille, on le liquide. Oui. C'est pas ça du tout ici, justement, il a refusé alors qu'il était capable, et d'ailleurs la biographie insiste, la vie la plus ancienne, la Vita Antiquissima, insiste que c'était un noble guerrier, beau, etc., habile à manier les armes. Vous voyez ? Et ça c'est très important. Parce que justement, étant habile à manier les armes, c'est pas du tout un saint ermite, vous voyez, pacifiste, etc. Pas du tout. C'est quelqu'un qui aurait pu, d'ailleurs, dans le texte, il sort son arme. Et puis il dit non. Et donc là, ça fait rentrer la personne, le sujet responsable de son acte, c'est-à-dire finalement la liberté, et aussi, dans une certaine mesure, le sens d'un corps propre. C'est-à-dire, mon corps, c'est pas le corps de la famille, c'est pas le corps d'un clan, c'est pas seulement le corps d'un lignage, c'est le mien. Vous voyez ? Une sorte d'individualisme moderne. Je ne dirais pas individualisme, d'individualité, je dirais. Je serais beaucoup plus... La personne, disons. Oui, je dirais plus la personne, parce que c'est un concept déjà plus antique, juridique d'ailleurs, persona. Hein ? Et donc, je dirais que... Et ça va tellement loin qu'au fond... On va appeler cette terre de Liège la terre de Saint-Lambert, précisément parce que son corps y est, et c'est à partir de ce corps que la ville va se former, puisque ça va devenir une ville de pèlerinage. Ensuite, les évêques vont agglutiner des terres, faire des acquisitions. Gerbald de Liège va faire beaucoup d'acquisitions de territoires, mais en tant que c'est le corps de Saint-Lambert. Là, on dira, mais c'est l'histoire locale. Oui, on a envie de dire ça. Voilà, Ou de le penser. Sauf que la liberté, c'est pas local, le sujet, c'est pas local, et si un sujet est liberté, il y a un acte qui est daté. Donc il y a une conscience historique. D'où le fait que toutes les histoires de Liège, depuis l'époque jusqu'à nos jours, on passe par là, parce qu'en fait, littéralement, c'est ça qui a donné conscience d'éléments historiques, et en même temps, un rayonnement qui est perçu dès le départ. Comment le sait-on ? Eh bien, justement,
si on va visiter par exemple le trésor de Liège, dans le cloître de la cathédrale, Saint-Paul aujourd'hui, c'est plus l'ancienne cathédrale, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit donc le suaire, donc premier suaire de Saint-Lambert, donc les restes qui sont authentiques. On voit dans le premier suaire un tissu. Donc nous sommes à la fin du 8e siècle de notre ère et le tissu vient de Boukhara en Asie centrale. Donc il y a à l'époque une relation, non pas seulement avec l'Est et l'Ouest de l'Europe, il ne faut pas non plus trop européaniser, il y a aussi une vision des choses précieuses qui viennent d'Orient, déjà à l'époque, et donc il y a cette espèce de rayonnement, on considère que c'est un si radicalement important que ça mérite qu'on fasse venir des choses d'Asie au 8e siècle, fin du 8e siècle, peut-être début 9e, en tout cas fin du 8e siècle, et ensuite le deuxième suaire dans la même logique extraordinaire, les motifs de décoration, donc l'atelier qui a fait le suaire, c'est Byzance, 10e siècle, mais les motifs sont sassanides, donc la Perse, la dernière dynastie avant l'islam. Parce que tout ça se passe avant les croisades. Parce qu'après les croisades, qui a un contact avec l'Orient, quoi de plus normal? Mais là, justement, pour montrer justement cette espèce de fondement radicalement, viscéralement attaché à la cité de Liège, il y a ces choses précieuses qui sont en fait l'écrin de la personne, de l'acte libre et d'une certaine conscience historique, entre guillemets. Et ça, c'est l'infrastructure sacrée de la ville de Liège. Et vous voyez. Et ensuite, alors, il y aura la superstructure avec Nodger, en 980, lorsqu'il y aura une topographie symbolique de la surface, alors, puisque Nodger, il reconstruit Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert, centre. À gauche, vous voyez, Notre-Dame, Sainte-Croix au milieu, et Saint-Jean. Ça reproduit les tableaux, vous voyez, de Marie et de Jean, l'évangile de Jean, au pied de la croix. Mais en géographie, en topographie, en surface. Et comme par hasard, Nodger se fait enterrer dans l'église, dans la collégiale à l'époque, Saint-Jean. Vous voyez, donc Saint-Jean, Sainte-Marie, Saint-Lambert, donc Lambert est du côté de Marie. Vous voyez, c'est un engendrement. Vous voyez, il y a une espèce de maternité de Lambert qui engendre la ville, vous voyez, profonde, et Nodger qui lui est le politique, qui c'est la principauté, alors là c'est autre chose, on rentre dans le domaine de la principauté, et qui lui fait la topographie extérieure. J'ai envie de dire un petit quelque chose comme ça en passant, il y a aussi une influence de Byzance sur l'art mosant. Oui, bien sûr. Une influence, comment pourrait-on dire ça, hellénistique, disons. Oui. Les statues, les Vierges en majesté. Alors, je voudrais poser... Peut-être aussi le baptistère de Saint-Barthélemy. Oui, alors... Peut-être aussi. Bon, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Et alors, il y a alors aussi la pensée qui est classiquement la philosophie, la théologie, la mystique, et en particulier la mystique féminine. En quoi... est-ce que vous pouvez nous expliquer là-dessus, par exemple, Sainte Julienne de Montcornillon, ou bien Marie Doigny, de personnalités de ce genre, et évidemment la philosophie Godefroy de Fontaine. Celui qui m'a le plus impressionné, étant donné son actualité, je vous l'ai déjà dit, c'est Robert de Saint-Laurent, c'est ça. qui a été republié aujourd'hui au XXe et au XXIe siècle. Alors, là, on entre déjà dans le tome 2. Donc là, c'est plutôt le XIIe siècle. Mais avant, il faudrait quand même peut-être une petite seconde pour bien montrer l'importance du diocèse, parce que le diocèse de Liège n'est pas beaucoup plus grand que la moyenne des diocèses du Saint-Empire romain germanique, mais enfin, il fait quand même 22 000 km². Et c'est un diocèse beaucoup plus grand que les premiers diocèses chrétiens d'Italie, par exemple. C'est un diocèse immense par rapport à beaucoup de diocèses antiques. Donc ça, c'est déjà très, très important. Ensuite, il faut savoir qu'il y a 1700 paroisses. 1700 paroisses.
peut-être même encore 1701 ou 2, comme ça, parce que les calculs sont difficiles, qu'il y a 7 archidiaconés. Donc il faut savoir qu'il y a bien sûr, vous voyez, le Brabant, d'abord l'ASB, bien sûr, l'ASB, puisque le comté de Liège, c'est à l'intérieur de l'ASB, donc le Brabant, etc. Donc il faut savoir que Liège, le diocèse de Liège intègre non seulement Louvain, donc va jusqu'à la mer du Nord, avec la Campine, etc., donc l'archidiaconé de Campine, mais dans ces 7 diaconés, donc il y a aussi, bien sûr, le Brabant, et dans ce Brabant, il y a bien entendu toujours Louvain. Donc Louvain va rester jusqu'à la Renaissance, jusqu'en 1559, va rester dans le diocèse de Liège, donc c'est très important pour la vie intellectuelle, et pour la vie spirituelle aussi, parce que l'apport des gens qu'on dit aujourd'hui flamands, ça fait vraiment partie intérieure et intime. C'est pour ça que je parle aussi pour la mystique féminine, parce qu'il y a beaucoup de mystiques féminines liégeoises qui sont de culture tiroise, donc de culture finalement germanique, vous voyez, bas germanique. Donc c'est très important. Il ne faut pas du tout, comment dirais-je, avoir un faux regard rétrospectif. Vous voyez, où aujourd'hui on a les Flamands, les Bruxellois, les Wallons, et même les Allemands, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'Aix-la-Chapelle, la ville impériale de Charlemagne, est dans le diocèse de Liège. Ce qui explique que Gerbald, un des très grands évêques de l'an 800, fait relier toutes les dispositions juridiques, et nous possédons toujours son travail. Donc en 800, vous imaginez, à Liège, nous possédons le travail d'un évêque qui a rassemblé tout le travail juridique carolingien pour organiser tout son diocèse. Vous voyez, donc ça c'est très très important. Et qu'il faut toujours avoir dans l'idée que le diocèse de Liège, rien que le diocèse, c'est une partie de la Hollande aujourd'hui, des Pays-Bas, une partie bien sûr de la Belgique, une grande partie de la Wallonie, mais une partie de l'Allemagne, une partie du duché de Luxembourg, vous voyez aussi. Et donc, au fond, il y a cinq nations, en quelque sorte, quelque part, qui sont couvertes par, d'une manière parfois... la France, par exemple, est couverte très peu par Bouillon, vous voyez. Et Givet. Et Givet. Oui, voilà. Givet. Et voilà. La botte de Givet. Voilà, exactement. Mais donc là, dans cette atmosphère bouillonnante et complexe, parce que l'identité liégeoise, il faut insister sur l'identité, c'est très important. Parce que si on laisse le thème de l'identité à des visions extrémistes, comprenez ? C'est grave, parce qu'alors l'identité, elle va être reprise par des gens qui vont la pousser à un point qui n'est pas tolérable. Mais on peut aussi voir la vision de l'identité complexe. Et c'est vraiment ça, Liège, c'est une identité complexe. Et l'important des femmes, par exemple, parce que c'est une complexité non seulement masculine, mais féminine. Et ça, c'est nouveau en Europe. C'est absolument novateur. Tous les historiens de la spiritualité, notamment les Américains, et notamment les féministes américaines, ont beaucoup travaillé, énormément. D'ailleurs, tout est publié et traduit en anglais aux États-Unis, à cause de ça, parce que c'est unique, non seulement, bien sûr, en Europe, mais dans le monde. C'est ça, parce que où trouvez-vous des femmes comparables avec leur autonomie, la manière d'écrire leurs écrits, leur vie, etc., dans les cultures différentes de ces cultures-là, précises. Et donc, on pourrait multiplier les noms, mais à chacun... Bon, là, vous avez fait allusion à Julienne de Cornillon, mais avant, il y a Yvette de Huy, dès le XIIe siècle. Et il y a, bien entendu, aussi... déjà avant, il y avait déjà Gertrude de Nivelles, déjà avant. Il y a Marie Doigny au XIIe, XIIIe siècle. Et donc, quel est Marie Doigny, il y a une petite chose qui m'a frappé. Oui. C'est un peu anecdotique. Non. Le théologien qui était chargé de traduire ce qu'elle disait, c'est plus que traduire, mais Jacques de Vitry. Jacques de Vitry. Oui. Avoue dans ce texte qu'il avait été... Parce que c'était attiré charnellement. Oui, que c'était une femme de grande beauté. Oui. Enfin, je fais une petite parenthèse. Oui, tout à fait. Parce que je dirais justement, mais ça va tout à fait dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire le point commun, et là on revient encore au corps individuel de Lambert, vous voyez, c'est important d'avoir rompu avec un mécanisme d'anonymat, comme la vendetta.
et de nécessité. Parce que la vendetta, c'est nécessaire. C'est pas moi, c'est parce que je m'appelle Concini que je vais tuer celui-là. C'est pas parce que je suis Bernardo. Ça n'a pas d'importance. C'est que je fais partie d'une famille. Là, ici, le corps s'individualise. Vous voyez, c'est aussi du XIIe siècle. Ensuite, on aura Saint François d'Assise. Ça va encore être plus avec les stigmates. Vous voyez, il y a tout aussi un côté, comment dirais-je, pictural. Vous voyez, le corps va prendre de plus en plus d'importance. La résurrection des corps. Le visage aussi, le visage humain, la peinture flamande, etc. Tout ça est lié à la conquête de l'individuation du corps. Très important. Et donc ces femmes, en fait, toutes ont insisté sur le corps, d'une manière différente. Par exemple, Yvette de Huy, bon, elle d'abord, elle s'occupe, bon, elle a été mariée, donc ce ne sont pas des ecclésiastiques ni des religieuses, déjà. Ce sont des laïcs. C'est très important, ça. Et alors, avant que le droit romain du XIIIe siècle ne renvoie les femmes, j'allais dire au foyer, je sais que je caricature, mais c'est un peu ça, parce que là, on n'a pas encore le droit romain. Il est encore en remontée lente. Le droit romain, c'est un droit patriarcal. Et donc, il n'y a pas encore le droit romain qui est revenu complètement. Si, chez Vibald de Stavelot, on voit, le grand abbé de Stavelot, on voit la pointe du droit romain qui vient, et le droit romain est défavorable aux femmes. Tandis qu'à Liège, là, c'est encore le droit traditionnel, et donc les femmes peuvent s'épanouir. Et c'est ce qu'elles font. Mais alors, d'une multitude d'individualités, ici, évidemment, là, je consacre des centaines de pages dans mon tome 2, je peux vraiment que donner une simple idée de ce que c'est. Donc, ces gens ont été mariés, et parfois même ont eu des enfants, etc. Donc, et une fois le mari mort, quel soulagement dans les textes. Ça a choqué beaucoup de gens. Donc les femmes, elles sont soulagées de ne plus avoir de mari et parfois même d'enfants. Et ça va se retrouver aussi en Italie, chez certaines femmes italiennes, comme Angèle de Foligno, va dire « Grâce soit Dieu de m'avoir délivré de mon mari et de mes enfants. » Hildegarde de Bingen, peut-être. Hildegarde de Bingen, elle était religieuse, elle était bénédictine. Donc elle était dans une tradition religieuse, aristocratique aussi. Et, ça aussi, c'est très important au niveau social. Ici, c'est la bourgeoisie citadine liégeoise qui accède au pouvoir. Par les hommes, mais aussi par les femmes. Ça, c'est nouveau. Et les femmes, la sainteté est une manière aussi de prendre le pouvoir. C'est ce que explique Georges Duby, qui fait un magnifique chapitre sur Yvette de Huy, dans ses femmes du XIIe siècle, où il a vu très très bien l'importance que les femmes prennent aussi pour diriger la société du point de vue moral et psychologique. C'est nouveau, vous voyez, l'individu commence à prendre de l'importance. C'est vraiment une pépinière de psychologie à l'état natif, si vous voulez, là. Et donc ces femmes écrivent ou parlent à des gens qui font leur biographie, ou écrivent elles-mêmes. Par exemple, Ève de Saint-Martin, l'amie de Julienne de Cornillon, on sait par les textes qu'elle a commencé à écrire dans sa langue vernaculaire, donc une langue romane, on n'oserait pas dire le wallon, une langue romane, elle a commencé à écrire la vie de Sainte Julienne, de son amie, vous voyez. Voltaire se moquait de Julienne de Cornillon. Oui, on va y revenir, parce que Voltaire, c'est pour des raisons très intéressantes d'ailleurs qu'il s'en moque. D'ailleurs, je cite bien sûr les textes de Voltaire, etc. Parce que je fais aussi l'histoire de la réception des gens du XIIe siècle à travers tous les siècles. Comment est-ce que tous ces grands hommes ont reçu tous ces témoignages de femmes et d'hommes du XIIe siècle. Mais ce que je veux dire, c'est que ensuite, par exemple, Yvette de Huy, elle s'est enfermée, bien sûr, d'abord avec les lépreux, vous voyez, le corps lépreux, et refaire, socialiser, vous voyez, resocialiser ces gens. Parce qu'à l'époque, le lépreux, c'est quelqu'un qui est complètement désocialisé. Et son corps, il faut les réincorporer socialement et somatiquement, si vous voulez, si je permets m'exprimer ainsi. Vous voyez, eh bien, toutes font pareil, au fond. Parce que c'est la même chose pour, comment dirais-je, l'ami, si j'ose dire, de Jacques de Vitry, donc... Marie Douany, mais elle travaille sur son propre corps, jusqu'à même se mutiler. Donc il y a quelque chose d'intense, d'extrême, d'excessif. Mais comme dirait Montesquieu, une fois que c'est l'amour, on pardonne tout, même les crimes.
même les crimes. Oui. C'est pour ça que finalement les grands criminels restent toujours célèbres. Eh ben, chez les saints, même les plus excessifs, il y a toujours quelque chose, parce qu'on sent la passion, on sent quelque chose d'authentique. Les grands artistes aussi. Et comme les grands artistes, qui a fasciné Jacques de Vitry, qui lui est un intellectuel, au sens large du terme, c'est un homme fort éduqué, un Français, n'est-ce pas, d'origine française, mais qui ne supporte plus de travailler en France, il considère comme un monde complètement, pas dégénéré, mais qui a besoin de réformes. Oui. Tous ces gens sont des réformistes, aussi bien les femmes que les hommes. Et ça, c'est nouveau. C'est aussi des femmes qui, par leur corps, leur comportement, leur rapport au corps malade, intégrer les gens qui sont désintégrés, carrément, dans tous les sens du terme, y compris métaphorique. Et alors, ça couronne au XIIIe siècle avec Julienne de Cornillon, évidemment, puisque c'est le corps du Christ, parce qu'il se dit, il n'y aura pas moyen de faire autrement. C'est plus seulement le corps de Saint-Lambert ou le corps du lépreux, mais comme elle travaille dans une léproserie, elle aussi, elle travaille dans la léproserie de Liège, qui se trouve en périphérie, vous savez, au-delà de la Meuse. C'est normal, parce qu'on avait peur que les miasmes de la lèpre, donc on mettait les lépreux un peu en dehors, on les excluait, comme aujourd'hui avec nos Covid et nos misères, on met un peu, enfin on met des masques, quoi. C'est ça. Et donc, elle, justement, elle est rentrée dans ce milieu, d'ailleurs involontairement, parce qu'elle était orpheline, mais rentée, donc on l'a mis dans une institution qui s'occupait. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle a fait de son expérience du corps. Elle a dit, il manque quelque chose dans le cycle des fêtes de l'Église, il manque une fête du corps. Bon, en l'occurrence, le corps du Christ, si vous voulez, on dira l'Eucharistie, les théologiens, les gens... Mais c'est un corps lunaire, vous voyez, c'est quand même lié à une vision de la lune. Vous voyez, donc il y a quand même une dimension cosmique. Donc c'est le corps, mais dans toute son ampleur, en quelque sorte. C'est pas seulement le corps de Lambert qui rayonne sur toute la ville, le diocèse, et même, j'allais dire, jusqu'à Boukhara, vous voyez, ou chez les Sassanides. C'est beaucoup plus important, ça rayonne jusque dans les astres. Bien sûr, ce sont des visions, ce sont des symboles, mais ce sont des symboles porteurs. Et c'est très important. Et il met une fraction dans la Lune. Il se dit, j'ai vu une fraction dans la Lune, il y a une imperfection. Donc il manque quelque chose au cycle liturgique. Vous voyez, il manque une fête. Et fêter le corps. Voilà, c'est ça. Et donc tout se relie toujours à l'idée de corporéité, de redécouverte non seulement du sujet, mais aussi du sujet corporel. C'est quand même le corps du Christ aussi. Mais ce sera aussi, bien entendu, fondamentalement, le corps du Christ, bien entendu. Mais le corps du Christ, personne ne l'a jamais vu. Enfin, je veux dire, en tout cas, vous voyez, donc c'est relié fondamentalement à une expérience diocésaine. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle va en plus mourir dans une ancienne léproserie. C'est comique, tout près de Namur. Aujourd'hui, c'est tout près de Namur, à Fos. Mais Fos, à l'époque, ça appartient toujours à Liège. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, on a une vision différente de la géographie et des villes, mais c'est toujours le monde liégeois. Oui, c'est le monde liégeois. C'est le monde liégeois. Oui. Voilà. Alors, il y a aussi le droit, la politique. La politique au sens de l'action, de la pensée, de l'histoire. Voilà. Oui, alors, effectivement, donc là, on pourrait évidemment déjà parler de Godefroy de Fontaine. Donc, parce que Godefroy de Fontaine, au fond, c'est un républicain, c'est ce que vous dites. Oui, quelque part, dans une certaine mesure, dans un sens, je dirais presque romain. Vous voyez, il a l'importance de la chose publique, le bien commun. Parce que lui, il fait le lien entre la République, res publica, le bien commun, et le bien commun, la chose publique et le bien commun chez saint Thomas d'Aquin. Parce que c'est toute la tradition du bien commun qui vient aussi des Grecs, évidemment, n'est-ce pas, de la politique chez Aristote. Et donc, en fait, vous avez toute la lignée qui va de David de Dinan, qui redécouvre les textes d'Aristote. Il va faire ses études à l'époque, au XIIe siècle. En Grèce. Ah oui, il va faire ses études en Grèce, et on le sait, parce que lui-même en parle. Qu'il a fait son lycée, en quelque sorte, vous voyez, qu'il a fait son gymnase, gymnasium. Il dit ça dans ses textes. Il écrit en latin, bien sûr, mais c'est un homme de Dinan, pas Dinan en Bretagne, Dinan dans la principauté de Liège, avec un T. Et donc, il y a d'abord cette redécouverte des textes, ensuite il y a bien sûr un mouvement Paris, donc il y a la redécouverte, le déploiement d'Aristote
à l'intérieur de l'Université de Paris, de la Sorbonne. Nous sommes ici en plein cœur du quartier latin. On est vraiment au cœur où ça s'est passé. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que au moment où Liège commence à décliner dans ses écoles, au XIIIe siècle, il y a déjà un moment où ces écoles ont commencé à diminuer. Donc, les Liégeois sont fascinés par Paris, parce que Paris grimpe, Liège diminue, et donc ils veulent enseigner, étudier à Paris. Et donc, si j'ai de Brabant d'abord, mais Brabant au sens du Brabant de liégeois, parce que c'est un liégeois en fait. Et d'ailleurs, il y a une manière de savoir qu'il est liégeois, tous les noms qu'on cite, comme ses amis et ses collègues d'université ici à Paris, sont tous d'origine liégeoise. Oui. Donc, lui, alors, il systématise d'une manière tout à fait originale les commentaires d'Aristote, et Godefroy de Fontaine, lui, est un disciple de Sigé de Brabant. Il suit ses cours et il note. C'est un élève. On a publié les notes de cours ici en Sorbonne, vous voyez, de cet étudiant du XIIIe siècle. C'est extraordinaire. Mais alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est justement sa vision extrêmement libre. Mais comme disent tous les historiens, il ne faut jamais oublier que Godefroy de Fontaine a une parole franche, la parésia, comme dirait Foucault, cette espèce de parole hardie, propre aux universitaires, parce qu'ils étaient de droit exempt, ils dépendaient en fait ni du roi, ni directement du pape, même si il y avait le chapeautage des deux, mais cette espèce d'équilibre extraordinaire que la France avait offert, un pouvoir politique stable et un pouvoir religieux fort et prestigieux, les deux ont pu donner naissance finalement à une des plus importantes universités de l'histoire du monde. Celle de Paris. Celle de Paris, mère de toutes les universités, on disait à l'époque. Godefroy de Fontaine, a essayé de sauver Marguerite Porret. Exactement. Donc une mystique. Parce que c'est à la fois un intellectuel et en même temps un homme qui avait une vie spirituelle. Maintenant, ça paraît bizarre, mais à l'époque, ce n'est pas du tout contradictoire. Mais ce qu'il y a, c'est que finalement, il a relativisé la théologie. Donc pour lui, il dit la théologie, c'est pas une science. Alors, aujourd'hui, c'est une évidence. Mais à l'époque, c'est pas du tout une évidence, parce qu'on entend science, non pas au sens d'aujourd'hui, mais au sens de la logique d'Aristote. C'est-à-dire une argumentation solide, avec des principes et des conclusions, des mineurs et des conclusions. Vous voyez, un syllogisme, quelque chose de rigoureusement qui se tient. Il dit, mais la théologie, on ne peut pas déduire des propositions de foi à partir d'un principe simplement de la foi, on ne peut pas déduire tout le credo en quelque sorte, rationnellement. Oui, comme vous vous y connaissez tellement dans ce domaine-là, Bernard, j'ai envie de vous poser une question. Comment se fait-il, vous dites vous-même qu'au XVIe siècle, on a le pouvoir politique, en vue de maintenir l'unité du monde catholique, a imposé le thomisme, pas Thomas d'Aquin, et ce qui est autre chose. Et il y a eu une ressuscité de ça au XIXe siècle. Comment se fait-il que l'Église semble... vous dites déjà qu'au XVIe siècle, c'était obsolète. Et cet obsolète-là reparaît encore avec Léon XIII. Alors le problème là, c'est la réforme. Donc la déstabilisation par Luther. Bon, là on change un peu de siècle, on arrive dans le 3e volume, je ne sais pas où on en est dans notre interview. Donc, peut-être que justement, avant d'en arriver là, il vaut mieux voir un peu comment... Allons jusqu'au bout. Pourquoi Godefroy de Fontaine est intéressant, précisément par rapport à ça. Parce que justement, Godefroy de Fontaine, il est certes proche de saint Thomas, mais c'est un thomiste indépendant. Vous voyez, il n'y a pas une école. Saint Thomas était un thomiste indépendant. Saint Thomas n'est pas thomiste. C'est comme le Christ, il n'est pas chrétien. Et comme Marx qui n'était pas marxiste. Qui n'est pas marxiste. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Bon. Mais, donc, lui, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il insiste au contraire, c'est un des points forts de sa pensée, c'est que, contrairement à la tradition, où on voyait la liberté surtout du côté moral, la volonté, j'agis librement, mais il dit, mais là, l'intelligence aussi, c'est quelque chose qui peut être libre. Oui, mais on est gouverné par l'idée de vérité, etc. On est obligé d'obéir à la vérité. Platon, on est obligé d'obéir. Oui, mais on peut changer on peut changer nos jugements, on peut les modifier. Et pour ça, il faut donner la parole à autrui.
Oui, mais c'est très important. Parce qu'on ne peut pas régler les problèmes comme ça sans dialectique, au sens vraiment, alors, en retrouvant Platon, c'est-à-dire sans forme de dialogue philosophique. Donc, il a retrouvé en quelque sorte, il dit certes que d'un côté, la théologie est une science, comment dirais-je, obscure, quelque part, aléatoire. Elle n'est pas exacte. Par contre, l'intelligence elle-même, elle est très valorisée dans la lignée d'Aristote et dans la lignée de saint Thomas. Mais c'est pas... Alors, vous voyez, le problème, vu ça, c'est très important, que ça a aussi des aspects sociaux. Il y a, bien sûr, il y a toute l'évolution sociale de Liège au XIIe siècle, que les princes-évêques entérinent, parce qu'ils leur donnent des libertés politiques, et qui est couronnée par la paix de Fex, en 1316, qui donne justement le centre du pouvoir. Quel est le centre du pouvoir? Sa finalité, le bien commun. Et ce bien commun, il est jugé par qui? Qui va décider le bien commun? Le sens commun du pays. Qui est le sens commun du pays? Le prince-évêque, les chanoines de la cathédrale, qui sont en fait bientôt les coprinces, les chevaliers, les écuyers, et les 23 bonnes villes de la principauté, voilà ce qui est nouveau. Maintenant, tout le monde va pouvoir décider, et ça, cette vision, je dirais, elle a été rattachée intelligemment par l'historien Jean Lejeune, et puis avant lui, d'ailleurs, par un autre historien dont Jean Lejeune s'inspire, d'ailleurs, et il le cite, mais honnêtement, mais je veux dire, Jean Lejeune a pris l'idée chez un historien antérieur, qui avait développé cette idée, l'originalité de la pensée sociale et politique de Godefroy de Fontaine. Par contre, vous voyez, à la Renaissance, pour revenir à votre question, le choc émotionnel fabuleux de la réforme, surtout luthérienne, parce que, je dirais, la réforme calviniste est un peu différente, parce que Calvin, c'est pas un théologien à l'origine, c'est un juriste. Il est plus... Son institution du christianisme est beaucoup plus structurée, comme ça. C'est comme une scolastique, c'est comme saint Thomas, quelque part, beaucoup plus biblique, etc. Peut-être que saint Thomas, autrement biblique que saint Thomas, ça c'est sûr. Saint Thomas, je parle de saint Thomas d'Aquin, bien entendu. Mais Luther, c'est un passionné, c'est un homme de prédication, même s'il a écrit des textes de grande rigueur, quelque part. Des textes sur le serf arbitre, tout ça, c'est extrêmement argumenté, mais pas comme un philosophe, si vous voulez. Mais il y a une grande logique d'argumentation. C'est un théologien professionnel, réformateur. Il est augustinien. Bah oui, mais c'était une des branches les plus réformées de l'ancienne Église. C'est pas étonnant qu'il vienne de là. Parce qu'il était bien formé à voir que les choses, il fallait les changer. Par contre, l'Église voulait opposer à cette passion de la grâce, cette passion considérée comme irrationnelle, opposée plutôt à Aristote, la tradition de la raison, moins que de la liberté d'ailleurs, mais en même temps de la liberté, puisqu'Erasme défend la liberté. La liberté non seulement de la volonté, mais de l'intelligence, qui ne sont pas du tout des thèmes, qui sont des thèmes qui a la place de la liberté du chrétien chez Luther, bien entendu, mais aussi la place d'une certaine liberté de l'esprit, ça va sans dire. Mais je veux dire, le point d'accentuation n'est pas le même. Vous voyez, la liberté traditionnelle des théologiens médiévaux se retrouve chez Erasme. Il défend le libre arbitre contre le serf arbitre. Vous voyez, ces problèmes de la grâce et de la liberté, qui sont des problèmes augustiniens, parce que Augustin, son problème, c'est la volonté. C'est un Romain. Il place tout au niveau, vous voyez, alors que les Grecs, c'est pas, vous voyez, les Grecs, c'est plutôt quand même le nous, l'intellect, plus que la volonté. Même si, bien sûr, la volonté, elle place certes un téléma, etc. Mais c'est quand même, et c'est cette autre lignée que l'Église catholique prend en charge contre et durcit. Donc le néo est politiquement durci. Vous voyez, pour laisser l'universel, surtout les rois qui aiment bien l'universel, quand l'universalité, c'est dans les pays des autres. C'est bien l'universel. C'est comme les bourgeois du 19e qui vont coloniser l'Afrique. Les valeurs, les valeurs de la liberté du 18e siècle, des Lumières, c'est nous. Donc nous les donnons à ces misérables
du Maghreb, Arriéré. et nous, nos valeurs, et c'est vrai, quelque part, nos valeurs sont universelles, hein, liberté, égalité, fraternité, c'est des vraies valeurs. Le problème, c'est de savoir comment on les communique, en les imposant ou pas, et la manière de les imposer. Vous voyez, c'est ça le problème. Et alors, au 19e siècle, c'est la même chose. Parce que le 19e siècle, c'est le contre-coup des Lumières, la Révolution. Vous voyez, après Luther, deuxième phase, la Révolution, donc l'Église de nouveau en émoi, on cherche une rationalité, mais qui ne soit pas celle des philosophes, au sens du 18e siècle, au sens de Voltaire, qui ne comprend plus ni Saint François, qui est son saint patron. Hein. Le saint patron de Voltaire. Ah oui, d'accord. C'est François Arouet. Oui, hein, donc c'est son saint patron. Oui. Et il ne comprend plus son saint patron. Il dit que c'est une énergumène qui parle aux oiseaux, qui discute avec les étoiles, etc. Vous voyez, on ne comprend plus même la poésie lisez les poèmes de Voltaire. Oui, c'est emmerdant. Oui, non, c'est le cas de le dire. Mais je dis, c'est parce que nous, on ne comprend plus la poésie de Voltaire non plus. Non. Vous voyez, chaque siècle, ou celle de Malherbe, vous voyez, je ne sais pas, mais on préfère Rimbaud, enfin ma génération, vous voyez, spontanément. Oui. C'est pas pareil. Et bien là, ils sont là, ils ne comprennent plus le Moyen-Âge. En fait, c'est pas seulement François d'Assise qu'ils ne comprennent pas. C'est tout un édifice intellectuel. Et puis, c'est pas seulement intellectuel, c'est architectural. On ne veut plus des églises médiévales. C'est pour ça qu'on liquide aussi la cathédrale Saint-Lambert. Oui. Même si c'est du gothique tardif, vous comprenez. On ne comprend plus cette architecture. Oui. Voilà. Et on veut une architecture néoclassique avec des triangles, vous voyez, des sphères, des choses géométriques, c'est-à-dire romaines, gréco-romaines, plus exactement. Oui, c'est ça. Le grec. Oui, le retour. Oui. Donc, le retour. Donc, on ne comprend plus le Moyen-Âge parce que ce n'est plus les catégories intellectuelles aussi. Oui. Architecturales, picturales, tout ce que vous voulez, mais pour Liège, le phénomène est pareil, sauf que du fait que la principauté dure 1000 ans, enfin, pas la principauté, mais l'identité du diocèse qui existe toujours. C'est quand même c'est quand même 1000 ans. Et le diocèse lui-même, 1300 ans. Il y a une unité politique formidable. Vous voyez, c'est ça. L'unité politique qui fait que, finalement, vous voyez, donc, on a une position un peu différente vis-à-vis de la tradition européenne, parce qu'on vit dans un régime finalement stable. Même s'il y a les grandes coupures, 1468 avec la Bourgogne, avec Charles le Téméraire qui met la ville à sac. Et puis, bien entendu, la révolution, la suppression de la principauté de Liège, le 1er octobre 1795, à la Convention. Vous voyez, c'est ici, on a supprimé la principauté de Liège. Et ce sont les terminus ad quem de chacun de mes livres. Oui. Vous voyez, parce que le premier tome, en fait, bien sûr, c'est du 4e siècle au 11e siècle. Pourquoi le 11e siècle ? Parce que, au fond, c'est la réforme grégorienne. Oui. C'est toute l'Église qui se réforme. On sépare le pouvoir de l'Ecclésia, de la liberté de l'Église, comme il disait à l'époque, et puis le pouvoir de l'Empire. Donc c'est la fameuse querelle des investitures, etc. C'est un débat fondamental. Et donc, Sigebert de Gembloux, lui, ça se termine par Sigebert de Gembloux parce qu'il défend Liège contre le pape. Oui. Vous voyez, parce que le pape a appelé à la croisade, imaginez-vous, à la croisade contre la principauté de Liège qui est dirigée par un évêque et qui est toujours tous chrétiens, à 90%. Donc, c'est pas seulement contre l'islam qu'on va se battre, c'est contre les chrétiens qui refusent de diaboliser le pouvoir civil. Et ça, c'est très important. Parce qu'à Liège, il y a toujours eu une appréciation fondamentalement positive du pouvoir civil, qui est représenté par l'évêque, certes, mais dans l'évêque, il y a toujours eu le mélange du pouvoir religieux et du pouvoir civil indéracinable. Depuis Nogé, depuis 980, on ne peut pas faire l'Église et l'État. C'est profondément
enraciné, parce que l'État liégeois, c'est l'Église de Liège, c'est le corps de Saint-Lambert, c'est pas abstrait, vous voyez, c'est pas des pouvoirs d'ecclésiastiques, c'est pas comme ça qu'on voit les choses à Liège, vous voyez. Et alors le deuxième volume, il s'arrête, vous voyez, du XIIe au XVe siècle, il s'arrête au sac de Liège par la Bourgogne qui veut s'emparer de l'ancienne Lotharingie et la recréer, en quelque sorte. C'est-à-dire que tout l'espace intellectuel, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de refaire un espace politique. Ah oui, c'est ça. Et alors ici, bien entendu, du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, bien entendu XVIe parce que c'est l'ébullition de la période moderne, jusque 1795, qui est la fin de la principauté de Liège, et puis alors la Renaissance, après, donc à partir de la pensée 1800 jusqu'à aujourd'hui. Mais en vous entendant parler comme ça, on pourrait avoir l'impression, si on comprend mal bien entendu, mais j'aimerais que vous vous expliquiez, que Liège aurait été anti-lumière. Et il y a tout de même l'histoire de Galilée aussi. Oui, bien entendu. Avec Libère Froment qui n'est pas d'accord avec Galilée. Oui. Ce sont des choses, je trouve, qui voilà. valent la peine d'être éclaircies. Oui, tout à fait. Alors là, donc, on est toujours dans le troisième volume, donc la modernité. Alors, à l'époque moderne, évidemment, il y a une efflorescence assez remarquable de l'évolution des esprits. C'est-à-dire que la dimension scientifique, qui était déjà présente, j'allais dire, dans le mot commun, c'est-à-dire dès l'époque, disons, du XIe siècle, donc qui termine le premier volume, avec toute la mathématique lotharingienne, avant l'apport des Arabes. Parce qu'à partir de la fin du XIe, début du XIIe, alors l'apport des Arabes par la Catalogne, parce que nous, on a des rapports à la Catalogne. Et on le sait parce qu'un texte de 1051 dit, les chanoines de Liège dit, nous, Liégeois, nous ne sommes ni de France, ni de Germanie, mais de France et de Germanie. Nous sommes l'articulation des deux. Parce qu'il y avait déjà des relations avec la Catalogne, parce que ce texte se trouve dans un faire-part qui dit les condoléances pour un moine savant de Catalogne, donc au XIe siècle. Catalogne. Il ne faut pas imaginer le Moyen-Âge, les gens repliés dans un village en train de cultiver les pommes de terre. Non. C'est ça aussi, bien entendu, certes, mais d'ailleurs, peut-être pas les pommes de terre, justement, si les pommes de terre sont arrivées plus tard, la patate, c'est vrai. avec les Indiens, c'est la colonisation. Bon, mais enfin bon, mon exemple était plutôt comique. Mais voilà, donc, c'est cette espèce d'efflorescence qui était ancienne, en fait. Parce qu'ils ont essayé ces fameux traités sur la quadrature du cercle, des quadratura circuli de Francon de Liège. Donc, vous voyez, on est toute la mathématique lotharingienne. J'ai des chapitres entiers, vous avez vu, sur les mathématiques de l'époque, essayant de retrouver un peu le raisonnement mathématique de cette. Il y a Rimbaud de Liège, il y a Rodolphe de Liège qui vont enseigner en Italie à l'époque, au XIe siècle. Mais on peut arriver à Galilée, à l'obscurantisme supposé de Liégeois, puisqu'opposé à la Révolution française. Oui, alors là, pour ça, oui. Mais j'ai déjà répondu pour la tradition. Donc les Liégeois, bien sûr, dès que la science a été possible, ils l'ont faite. Avant même l'apport arabe, qui a quand même été le propulseur de la science, pour de différents domaines. Donc Froimont, Froimont qui est d'Acourt, mais comme il dit, moi je ne suis pas né dans l'Ourps, dans la ville elle-même, il prend le langage des anciens Romains, parce qu'il y a Rome, mais Rome c'est l'Empire, mais l'Ourps, la ville. Alors vous voyez, il a le sang de la ville de Liège comme le cœur du cœur. Il dit, moi, bien sûr, je ne suis pas né dans le cœur du cœur, il est né à Accourt. Vous voyez, c'est tout près. Mais il est liégeois, mais je suis liégeois. Mais je suis liégeois et j'ai toute la tradition, etc. Bienheureux sois-tu, Seigneur, de m'avoir fait liégeois. Vous voyez, là, au XVIIe. Mais alors, lui, en même temps, c'est un savant. Donc, il fait un traité sur les comètes, des cométas, il fait des travaux sur l'astro. Il discute avec Descartes. Il discute d'abord avec Galilée, pas directement, mais Galilée, dans une lettre que je cite et que je traduis, dit parmi tous les savants que je connais sur ces questions, la question de voir si c'est la Lune, si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le contraire, il dit finalement,
le plus grand objecteur, hein, c'est intéressant, c'est quand même ce Froidmont, hein, il dit ça à un de ses correspondants, hein, ce Froidmont, c'est un type intelligent, même s'il n'est pas d'accord avec moi. Parce que Froidmont dit, on a bien raison de dire que finalement, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Parce que l'expérience nous y oblige à le dire. Mais c'est seulement l'expérience pour Froidmont. Parce que pour Froidmont, il faut le justifier mathématiquement et logiquement. Et il trouve que chez Galilée et chez d'autres, rares, mais chez d'autres, il y a un problème d'exactitude et de preuve scientifique. Vous voyez, en fait, c'est ça. Il y a un problème. Et beaucoup de savants de l'époque, qui sont très savants, mais authentiquement savants, mais qui n'acceptent pas parce que les preuves ne sont pas suffisantes. Alors qu'il dit, au fond, si on regarde bien leur raisonnement, c'est avec eux que je suis d'accord. Mais je ne peux pas le prouver. Donc, puisque je ne peux pas le prouver, aux yeux de la tradition, je me maintiens à la doctrine traditionnelle. Et bien entendu, il va discuter avec Descartes à propos des météorologies, pas directement non plus, mais par un correspondant. Et puis, ensuite, il y aura, bien entendu, justement, un fameux mathématicien du XVIIe siècle, de Sluze. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Sluze, lui, qui est d'abord un juriste, est devenu un mathématicien de premier ordre, puisqu'il correspondait avec tous les plus grands mathématiciens du temps. Il a été agrégé à l'Académie de Londres, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui avait, alors qu'il a très peu écrit, il avait très peu de temps, il avait trop de travail, mais lui, il correspond alors directement avec Pascal, qu'il apprécie énormément, il le traite de cher ami, etc. Pourtant, Pascal n'est pas quelqu'un qui envoie comme ça des compliments au hasard. Il a senti... Et il est janséniste aussi, comme Pascal. Alors, il est augustinien. Disons. Exactement. Aussi bien d'ailleurs, Froidmont, les scientifiques liégeois sont jansénistes. Pourquoi ? Le jansénisme, c'est pas seulement la rigueur, c'est pas seulement l'austérité. Non, ça c'est une image d'Épinal qu'on donne en France quand on ne connaît que le jansénisme que de mots. D'abord, Froidmont, c'est lui qui est l'éditeur et le préfacier de l'Augustinus de Jansénius. Il a vécu avec Jansénius. C'est quelqu'un qui a été au cœur même de la naissance du jansénisme. Même si, comme disent les historiens, le jansénisme a existé avant Jansénius. Ce qui est dans une certaine mesure vrai. C'est-à-dire le besoin de réforme, de retourner aux sources, qui est un besoin, au fond, érasmien, de gens du XVIe siècle, au fond, de retourner au texte, d'humanisme. Au fond, c'est paradoxal, mais les jansénistes sont des humanistes. Ils veulent retourner à Saint-Augustin, au Père, à l'histoire. C'est important de retourner aux sources. Ces messieurs de Port-Royal aussi sont aussi des savants. Il y a aussi des savants, des philologues, des historiens de premier ordre. Et chez les Liégeois, c'est la même chose, ce sont des savants, formés d'ailleurs souvent, en tout cas pour Sluze, formés à Rome en partie. Il a été formé par des mathématiciens italiens, qui sont des mathématiciens les plus éminents à l'époque, et on a conservé aussi une correspondance de Sluze. Je traduis, je cite ses amis, son univers. Oui, c'est pas seulement une étude des pensées abstraites. Comme on fait aujourd'hui, on fait des réseaux. On intègre les penseurs à l'intérieur d'un réseau. Et là, il faut montrer les amitiés, il faut montrer avec qui ils sont sensibles. Par exemple, vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait un intellectuel qui était philosophe, etc., mais qui aussi défend les mystiques. Oui. Voilà. Godefroy de Fontaine. Godefroy de Fontaine, même si la question reste pendante au point de vue historique. Alors peut-être je ne vais pas dire conclure, mais arriver au bout de tout, il y a le 19e et le 20e siècle. Et notamment la question du langage et de la pensée. Et moi j'ai beaucoup aimé les allusions que vous faites. Vous êtes vous-même anthropologue à la station debout de l'homme. C'est un passage de votre bouquin qui m'a vraiment... flashé, comme disent les jeunes aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai qu'en 1800, à Liège, comme d'ailleurs dans toute l'Europe, la question du langage est devenue fondamentale. Alors on peut se demander pourquoi, évidemment. Le XVIIIe siècle, Voltaire, c'est la Chine. C'est la vie politique, la démocratie, enfin, pas la démocratie, mais
disons, une rationalisation du pouvoir par rapport à une vision de la royauté archaïque avec des sacrements et des choses comme ça. Une vision rationalisée du pouvoir comme chez les Chinois. Rationalisée, voyez. Et puis des concours, des examens, une classe, vous voyez, l'ENA, voyez, former des fonctionnaires. Ça fascine le XVIIIe siècle. Diderot, tout ça, fascinant, voyez. Et puis sans Dieu transcendant, comme ça. Bon, les Chinois ont des croyances, etc. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est rationnel. Par contre, au XIXe siècle, ce qui fascine les gens, comme ici au Collège de France, etc., les grands philologues, qui vont se dire, on va aussi aux origines, mais du langage. D'où vient le langage? Des oiseaux qui pépient, du cri de l'enfant, du cri des sauvages. D'où vient le langage? Et on dit d'Inde. Donc, on passe de la Chine, c'est des modèles intellectuels. Ouais. Du XVIIIe siècle, Chine, XIXe siècle, l'Inde. On a deux choses en Inde. La religion. Ah, mais ça, c'est une vraie religion. Bon, le judéo-christianisme, tout ça, c'est récent, c'est des trucs marginaux, au fond. Retournons aux sources des vraies choses religieuses, l'Inde, et des vrais langages, d'où la découverte, entre guillemets, l'indo-européen. Ah oui, oui. Alors maintenant, on fait des comparatismes avec le français, le russe, le persan, l'arménien, le lituanien et les langues indiennes, le sanskrit. Oui, tout ça, au fond, c'est la même structure. C'est des découvertes fantastiques, parce qu'elles sont quelque part réelles. Qu'il y ait eu un indo-européen, ça c'est une autre question. C'est un peu mythique comme ça, mais il y a une idée de recherche. Eh bien, à Liège, bien entendu, ça a sa place. Pléiade de philologues, bientôt de linguistes au sens moderne, qui vont apparaître, et aussi pour des raisons propres à Liège. C'est-à-dire, Liège ayant perdu son identité par la Convention en 1795, c'est pas vieux quand on est à 1800. 5 ans. On vient de perdre 800 ans d'indépendance. C'est énorme. Ce peuple, un peu, il faut bien le dire, quelque part désemparé, abandonné par ses politiques. Donc c'est les philosophes, comme Casimir Hubax, qui est le premier chapitre de mon tome 4, je l'ouvre exprès, parce qu'il focalise son attention sur la question du langage. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement l'origine du langage indienne, c'est l'origine de la pensée. Comment peut-on penser? Alors avant, on disait de manière très traditionnelle, classique, rationaliste, au fond, la pensée se fait à l'intérieur, les idées, les concepts, et puis je m'exprime par le langage. Si je suis chinois, je parle en chinois, si je suis français, je parle en français. Mais en fait, à ce moment-là, il y a des théoriciens qui disent non, parce qu'il y a une dimension sociale du langage. Et on ne peut pas penser s'il n'y a pas cette pédagogie, d'où la nécessité d'enseigner, de discuter. Parce que, en fait, c'est que pour les enfants, on ne peut pas avoir le langage comme ça. Ça ne vient pas comme les cheveux ou comme les ongles. Le langage, ça ne pousse pas. C'est intersubjectif. Et c'est quelque chose qu'il faut précisément socialiser. C'est social par excellence. Alors Rome, voyant ça, qu'un philosophe soi-disant chrétien et puis prêtre de surcroît enseignait que le langage est avant tout social et n'est pas dans les idées pures, cette espèce de fantasme comme ça, encore qu'ils étaient, normalement, ils auraient dû être, s'ils avaient été plus aristotéliciens qu'ils ne le disaient, les concepts, c'est quand même une création à la fois de l'idée et de quelque chose qui vient de l'esprit qui le forge dans la culture et dans la société. Un concept, ça n'est pas comme ça. Alors, il y a tout cet aspect-là, bien sûr, qui est derrière. Et puis un autre, c'est l'aspect politique, qui va commencer à prendre une importance énorme dans nos régions, qui est l'identification d'une nation avec sa langue. Parce qu'on quitte l'Empire, Saint-Empire romain germanique, où il y a plusieurs langues. 10, 15 langues, ça n'a pas d'importance. Les empires, que ce soit l'Empire ottoman, l'Empire byzantin,
ou l'Empire romain germanique, ou même, je dirais, l'Empire français, Et l'Empire austro-hongrois. ou l'Empire austro-hongrois, ce sont des polyglottes par nature. Fini avec le nationalisme bourgeois du 19e siècle. Fini les Lumières, on ne remonte plus aux sources fondamentales. Maintenant, c'est le Moyen-Âge. C'est Victor Hugo, c'est Notre-Dame, c'est le retour du gothique. Eh bien, c'est pareil, parce que la nation, maintenant, on veut l'histoire proche. Les Liégeois, c'est pareil. Ils voudront l'histoire proche. On parle quelle langue ici? Ah ben, moi j'ai joué au Soilon, et voilà, donc la langue, c'est plus le latin. Il ne faut pas oublier que les Liégeois s'expriment, je veux dire les intellectuels, le peuple il parle la langue romane, enfin des dialectes romans, mais les intellectuels écrivent en latin jusqu'au XVIIIe siècle. Bon, il y a des exceptions, Jean d'Outremeuse, etc. Il y a des poètes, etc., qui écrivent dans un français évolutif, mais maintenant, c'est qu'on identifie un peuple à sa langue. Alors donc le territoire aussi. Donc ça va avoir une conséquence territoriale, féroce, surtout en Belgique, avec la Flandre, la Wallonie, tout ça va commencer à s'agglutiner. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est le sol au centimètre carré. Vous voyez, même une ville coupée en deux, il va falloir là, ou alors on s'échange des morceaux de ville dans des morceaux d'endroits, parce qu'on estime que là, on parle plus telle langue que telle autre. Ça va devenir terrible, ça va donc avoir... Donc, la réflexion de 1800, c'est vraiment quelque chose qui est partagé par toute l'Europe, comme je vous ai dit, la question du langage, mais en même temps, avec une pointe nationaliste, une pointe nouvelle, qui identifie la nation au langage. Et alors, on va donc étudier le langage aussi de manière différente, plus du tout comme la grammaire de Port-Royal, avec la logique du langage. On va essayer de deviner ce que sont les mécanismes profonds de telle et telle langue. Vous voyez, c'est ça. Chaque langue a un fonctionnement tout à fait particulier. Donc on ne va pas se contenter d'imiter les grammaires latines pour faire la grammaire française. Et je vous rappelle que Maurice Grévis, un célébrissime grammairien, a fait ses études de lettres à Liège. Il est docteur en philologie de Liège. Et ce n'est pas un hasard. Voyez, le bon usage, même si lui a un esprit un peu classiciste comme ça, au-dessus du tout, parce qu'il venait d'un petit patelin gourmet, la Rulle, etc. Son père était forgeron, etc. Donc il n'était pas dans la grande culture liégeoise, si vous voulez, mais il a été formé par toute une école de philologie, très forte. D'ailleurs en Europe, très nombreux professeurs, y compris ici à Paris, etc. Beaucoup de professeurs ont été formés par cette école philologique. Et donc il faut relire tout ça. Vous voyez, Grévis, il ne vient pas comme ça, on dit les Belges, d'abord, Grévis, c'est ce que ça veut dire un Belge. Aucun sens pour un Grévis. Même si lui, il croyait qu'il était belge, je veux dire, ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Non, c'est qu'il y a un problème dans ce pays, là d'où il vient, et c'est pas seulement parce que les Allemands ont menacé de germaniser le Malmedy, etc., en forçant les gens à parler l'allemand. Il y a ça peut-être aussi, bien sûr, une espèce de vigilance, de cordon sanitaire de la langue face aux Germains, qui ont une certaine mauvaise presse depuis 1870 et depuis 1914, surtout. Bien entendu, très mauvaise presse. Et c'est la rupture du poumon germanique des Liégeois avec l'ancien empire romain germanique. Et c'est dramatique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à une certaine mesure qu'on a un certain appauvrissement, même si au XXe siècle, au XIXe siècle, l'université de Liège, qui a été créée d'ailleurs par pas par l'empereur Napoléon, qui avait un projet de faire mais par le souverain des Pays-Bas, qui a finalement fait inaugurer cette université avec Gand. Mais c'est pas un hasard que pratiquement, à part les premières générations, on avait choisi des Français. Quand Napoléon a perdu à Waterloo, eh bien, on a pris des professeurs allemands, notamment Theodor Schwann, des gens qui ont découvert la cellule comme unité de vie de tout le vivant. Vous imaginez un professeur de cette qualité qui enseignait la physiologie, on disait ça comme ça à l'époque,
qui enseignait la physiologie à Liège. Parce que précisément, cette culture allemande n'était pas encore complètement perdue. Oui. Les vainqueurs étaient plutôt d'origine germanique ou de anglo-saxon, et donc ont imposé à choisir parmi des gens qui n'avaient pas trouvé de travail en Allemagne. L'Allemagne, à l'époque, on l'a oublié, c'était pas ce qu'elle était, et ils considéraient que c'était un honneur d'aller enseigner à Liège plutôt que d'enseigner dans les grandes universités allemandes où Theodor Schwann n'avait même pas un poste de professeur assistant. Et pourquoi ça? Ah ben, je ne sais rien, parce qu'ils n'ont pas vu tout de suite l'intérêt de ces découvertes sur la cellule. Parce qu'il a découvert que la cellule vivante n'était pas seulement une cellule. Hein, c'est un Anglais qui a découvert la cellule, mais dans du végétal. Et ce chercheur anglais, Hooke, n'avait pas découvert que la cellule, il n'y avait pas que dans le végétal. Tous les êtres vivants sont des êtres cellulaires. Mais à l'époque, ça ne se savait pas. Et donc, il a généralisé complètement par des microscopes. Donc, il a fait son grand ouvrage sur ses recherches microscopiques, Untersuchungen, comme ils disent, microscopische Untersuchungen. Son grand ouvrage, mais il avait même pas 30 ans. Quand il je crois qu'on arrive un petit peu vers la fin du débat. Alors, peut-on parler de Liège aujourd'hui à travers ce que vous avez écrit, peut-être sur Simenon, sur les Dardenne, les frères Dardenne, ou bien André Renard. Enfin, il y a toute une actualité du propos aujourd'hui de votre immense travail, quoi, qui rejoint l'actualité, disons, la plus brûlante, enfin qui brûle quand même, malgré tout, oui. Oui, alors... En quelques mots, puisqu'on arrive un peu à la fin. Oui, alors bon, en ce qui concerne évidemment les écrivains, on pourrait dire que il y a une tension à Liège entre les écrivains, je dirais, comme il y a des peintures de genre et des peintures plus intellectuelles et plus philosophiques, si vous voulez. Simenon, c'est plutôt la peinture de genre, vous voyez, qui se rapproche plus de la Flandre en quelque sorte, alors que Curvers, lui, Alexis Curvers, avec Tempo di Roma, et Tempo di Roma, c'est d'ailleurs l'autobiographie de Simenon s'appelle le Pédigré, qui est aussi un anglicisme, mais qui se désigne en général surtout les chevaux ou même les chiens. Vous voyez, c'est plus. Tandis que l'autre, c'est Tempo di Roma. C'est un liégeois qui découvre Rome, etc. Donc là, il y a plus le côté peinture, Gérard de Lérès, vous voyez, l'allégorie, rassembler beaucoup d'idées en un seul symbole plastique, ses couleurs, ses formes, vous voyez, ces formes, et en même temps les forces des couleurs, les deux. Vous voyez, il y a cette espèce de tension qu'on trouve à la fois dans la peinture liégeoise et dans le roman. Et alors, évidemment, il y a aussi Conrad de Tray, qui a aussi marqué les esprits d'une manière plus modeste peut-être que Curvers, parce qu'on en a tiré un film, un Denis de la Patelière, etc. Un film d'ailleurs qui n'est pas extraordinaire. Et puis Simenon, évidemment, sa gloire mondiale, c'est difficile de l'effacer, mais c'est un ton littéraire de troisième type, qui est le ton élémentaire. C'est quelqu'un qui s'attache à l'eau, au feu, au vent et à la terre. Alors l'eau, c'est l'enfance, le feu, c'est la révolution, il est devenu communiste, il a été dans les pays d'Amérique latine, il a fait le coup de force, puis il est revenu. L'épreuve du sida, le retour à la terre, un champ de betterave, c'est aussi beau que le Fujiyama. C'est vert, il y a toutes sortes de verts dans un champ de betterave. Il a des pages, et bon, 2 mois, 3 mois après, il était mort. Donc son dernier livre a été publié, mais inachevé. C'est la période de la Terre, retour à la Terre. Donc vous voyez, il y a ces 3 grandes lignées, et qui sont quand même quelque part en accord avec les frères Dardenne, qui eux n'ont pas le sens. Peut-être terminer avec les frères Dardenne. Oui, parce que ça pourrait être un symbole. Ce sont des amis et ce sont des gens que je considère comme étant vraiment de très grands cinéastes, et pas seulement de cinéastes, mais aussi de philosophes. On en parle. Justement, Luc Dardenne avec son arrière-fond, je dirais, lévinassien, Lévinas,
Non, mais on pourrait par exemple prendre promesse, par exemple. Oui. Eh ben, je trouve que ça, c'est vraiment symbolique un peu du liégeois, je dirais, avec ces deux aspects à la fois, si vous voulez, peinture de genre, Simon, et quand même quelque part tempo di Roma, et en même temps curverse, les éléments, l'eau, la Meuse, etc. Oui, Vous oui, voyez, oui. l'eau, le sang, etc. Oui. Enfin, tout ce qui pourrait symboliser toutes ces choses-là. Oui, 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 Parce que d'accord. ces promesses, c'est la transcendance des frères d'Ardenne. C'est-à-dire, c'est pas la transcendance de Dieu au-dessus, c'est la transcendance de Dieu devant nous. Je ne suis pas encore ce que je suis parce que je ne sais pas encore ce qui va m'arriver. Est-ce qu'on pourrait peut-être se conclure de cette façon-là? Ouais. Je pense que ce serait... redites-le un petit peu parce que je trouvais que c'était une formule vraiment intéressante. Oui. Bernard Fortum. Redites-le. Ben, c'est le problème de l'identité complexe. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas une identité qui est déjà faite Oui. entièrement, ni par mon présent, ni par mon passé. Oui. Je suis aussi ce que je vais devenir. Oui. Et ce que je sais devenir, je ne le sais pas complètement. Sinon, ce n'est pas non plus de la mystique chez les frères d'Ardenne, même de Non. la mystique laïque. C'est Oui. aussi quelque chose qui... Je garde quand même une initiative. Je peux promettre. L'ouvrier Oui. qui vient de perdre sa vie sur un chantier et qui a un fils, il fait promettre à celui qui vient de le relever, etc. Fais-moi promettre que tu vas t'occuper de mon fils. Mhm. Ça fait partie de son identité profonde. Oui. Mais il ne sait pas encore ce que réserve ce fils. Vous Ok, voyez, on pourrait terminer là-dessus, je pense. Bernard Fortum. on ne sait pas encore ce que c'est que Liège. D'accord. Malgré Voilà. mes 3000 pages. Oui. C'est une Enfin, identité complexe. mais ça a de quoi faire avancer quand même l'idée qu'on peut s'en faire. Voilà, ça instruit. Ça... Moi, je dirais vraiment, pour conclure, je dirais moi Oui, à ma façon. oui. Hein, Allez, je vous réserve la conclusion. Non, Mais je vais donner la mienne. Oui. Surtout aujourd'hui, c'est C'est finalement... à vous la conclusion. C'est pas seulement pour les Liégeois, mais aussi pour les historiens de la pensée européenne. Parce que ce n'est ni nationaliste, ni universaliste, ni européiste. Oui. Parce qu'en fait, ces trois catégories ne fonctionnent pas. Vous voyez. Et en même temps, je dirais, par rapport à aujourd'hui, cette complexité, vous voyez, je dirais que, pour me résumer, je dirais finalement que ça donne le courage de la nuance. Je dirais que ça donne la finesse de l'intelligence aussi, l'intelligence du complexe, Oui. vous voyez, Oui. et puis comment dirais-je, l'ouverture du détail, pour éviter la culture woke, vous voyez, Oui. cette espèce de simplification, pour ne pas dire de simplisme, de l'histoire, du passé, du présent et du futur, Ok. pour donner aux Liégeois et aux autres du grain à moudre, au fond, pour Oui. faire le pain, mais qu'ils le fassent eux-mêmes. D'accord, très Voilà. bien. Merci beaucoup Bernard Fortum. merci.